3, 2, 1... Salut à tous, j'espère que c'est la forme pour vous de votre côté en ce mercredi. Moi j'ai un petit truc à vous présenter aujourd'hui, un petit truc spécial. Ouais, est-ce que vous connaissez l'application Happy Monkey avec laquelle je suis en collaboration là jusqu'à la fin de la semaine? Si c'est pas le cas, faut vous y mettre parce qu'en fait elle met en lien les clubs pro comme le Paris-Levallois et vous en vous permettant de gagner différents cadeaux en rapport avec vos équipes préférées. En fait c'est simple, en regardant des sports en lien avec les sponsors de ces équipes ou en jouant à des mini-jeux, vous pouvez obtenir des crédits et avec ces crédits vous pouvez vous acheter des tickets pour les matchs de basket ou bien du merch en rapport avec la team. Et en parallèle, vu que c'était cool de faire quelque chose tous ensemble, on a également mis un concours en place auquel vous pouvez participer grâce à ces crédits justement. En jeu pour cette fois-ci, c'est pas rien, une sacrée belle paire, les LeBron 18, on s'est pas moqué de vous. Et plus vous miserez de crédits sur ce concours, plus vous obtiendrez de chances d'être tiré au sort pour les remporter. Et vu que je suis cool, avec le code le6ème-homme, vous pouvez obtenir directement 100 crédits. Et je sais pas si vous vous rendez compte, sûrement pas, mais 100 crédits c'est déjà très lourd. Donc quoi qu'il en soit, go télécharger l'appli avec le lien qui est en description, pour vous c'est totalement gratuit et ça soutient la chaîne et si vous voulez aller jusqu'au bout du bonus, go participer au concours. Par contre je le répète parce que c'est essentiel, pensez vraiment à utiliser mon lien, celui que je vais mettre dans la description, sinon les stats seront pas comptabilisés, ce serait dommage. Je remercie direct du fond du cœur tous ceux qui ont téléchargé, vous êtes des frères et je souhaite bonne chance à tous ceux qui voudront participer. Mais bref, même si Happy Monkey c'est très cool, si vous êtes là aujourd'hui, c'est plutôt pour entendre parler des petites pépites françaises qui feront bientôt probablement leur grand début en NBA. En fait, lundi, on a fait un gros live à ce propos dans lequel je vous ai présenté les 6 tricolores qui pour moi avaient le plus de chances de percer dans la grande ligue. Donc les mercredis, vous connaissez, c'est habituel, maintenant on part sur un best-of de ce live que je vais essayer de monter le plus possible en mode Crystal Ball. Cette vidéo sur les Français qui vont percer en NBA, c'est un petit peu la tradition. Je pense que vous connaissez le principe, même si le format a évolué. Chaque année je le fais et ça me tient vraiment à cœur parce que c'est le premier principe qui m'a permis d'obtenir pas mal de vues et de commencer à être un petit peu reconnu par vous sur YouTube. Ça fait plaisir. Du coup, je suis trop hypé de vous parler de ça à nouveau, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Quels sont les principaux Français qui vont percer bientôt en NBA ? Donc ouais, dans mon live d'aujourd'hui, je vais parler de 6 Français en profondeur. Je vais essayer de détailler un maximum. En fait, ces 6 Français que j'ai choisis, ce sera ceux qui, selon moi, ont pas mal de chances d'être draftés et de se faire une carrière en NBA dans les 1 ou 2 ans à venir. Alors je juge pas forcément que le niveau, mais aussi le potentiel. C'est un petit peu le principe de la draft. L'idée à chaque fois, de toute façon, ce sera de vous parler d'eux un peu, de leur parcours jusque-là, de comment, parler de l'équipe dans laquelle ils jouent, parler de leur profil, de ce qu'ils font actuellement, mais aussi de leur jeu. Alors pas en scouting report, hein, j'ai pas cette prétention, mais vous dire un petit peu ce que je pense de leur façon de jouer, en analysant leurs forces, leurs faiblesses, un petit peu en mode Airball Project, mais pas autant en profondeur qu'un Airball Project. Si vous voulez que je fasse des Airball Project les concernant, on fera ça plus tard, un joueur par un joueur. Là, vu qu'on va parler de 6 joueurs, je vais quand même essayer de faire un aperçu global, mais qui ne rentrera pas non plus dans tous les détails, même si je vais essayer d'être le plus précis possible. Donc faut savoir que j'ai décidé d'en garder que 6, vu tout ce que j'ai à dire sur eux, et déjà vu le temps que ça va prendre. Et puis c'est un petit peu le principe dans la chaîne, tous les tops, et à chaque fois que je présente plusieurs joueurs, je décide d'en avoir 6. Mais du coup, en présentant que 6, j'ai eu une sélection très compliquée. Voilà pourquoi je veux faire quelques big up. Et donc dans mes big up, dans mes mentions, là aussi je me suis limité à 6, même si j'avais envie d'en mettre 15, j'aurais pu en faire encore plein. Mais voilà, j'en ai gardé 6. Alors ici, parmi les mentions, dédicace à Milan Barbic, à Tom Digbe, à Yohan Makoundou, à Matthew Strazel, à Jason Chikambu et à Hermel Traoré. Malheureusement, je parlerai pas d'eux en profondeur aujourd'hui, mais bien entendu que je crois en eux, j'ai beaucoup de bien à dire sur chacun de ces 6 joueurs, donc c'est pour ça que je tenais au moins à donner leur nom, mais pour des raisons qui m'appartiennent, j'ai décidé de me concentrer sur 6 autres. C'est pas que je ne les aime pas, c'est pas que je ne crois pas en eux, donc voilà pourquoi je tenais vraiment à parler d'eux quand même un petit peu, et ce que je retiens moi surtout avec tout ça, c'est qu'encore une fois, on a une magnifique génération de Français à venir. Je vais vous parler de 6, mais il n'y en a pas que 6, il y en a pas mal qui pourraient s'imaginer un vrai futur en NBA. Le premier joueur que je vous présente aujourd'hui, c'est Daniel Batcho, un pivot de 19 ans qui mesure 2,11 m et qui joue cette saison à Texas Tech en NCAA. Donc lui en fait, il entame sa 2e saison en NCAA. Sa première c'était à Arizona, mais ça a été
plus compliqué parce qu'il a pas pu jouer en raison d'une blessure au genou, une fracture de la rotule, et ça, quand même, ça fait mal. Donc en plus de ça, c'est pas sa première blessure au genou, parce que déjà, il avait fait une saison blanche en France en 2018-2019 parce qu'il s'était fait les croisés. Après, il faut savoir qu'il est originaire de Paris, il a été formé à l'INSEP, et ça ne l'a pas empêché, ses blessures, de faire partie pendant toute sa jeunesse, bon, de toute façon, il est encore jeune, mais des meilleurs prospects internationaux de son âge, encore plus parmi les intérieurs, c'est vraiment un des tout meilleurs. En fait, il a vraiment commencé à faire parler de lui lors de l'Euro U16 en 2018, puis en 2020, il s'est vraiment fait repérer par les scouts US, parce qu'il a été MVP du tournoi Adidas Next Generation, qui est un petit peu l'équivalent de l'Euroleague Junior. Et il faut dire qu'en finale, il a fait un match à 24 points, 15 rebonds et 3 contres, malgré la défaite, et pendant tout le tournoi, il a tourné en moyenne à un gros double-double par match, donc forcément, ça a marqué les esprits. Après ça, il a pris la direction d'Arizona, et comme je disais, il a pas joué. Suite à sa première saison, alors qu'à Arizona, on croyait beaucoup en lui aussi semblait beaucoup croire en Arizona, il a demandé son transfert, peut-être parce qu'il a eu l'impression de ne pas avoir sa chance assez vite, parce que Arizona a semblé prendre beaucoup de précautions avec lui, et c'est possible que ça lui ait pas plu, même si c'est que des suppositions de ma part, ça se peut. En fait, il se dit qu'il était en pleine forme depuis février, mais son coach a pas voulu le mettre sur le terrain, parce que selon lui, il manquait encore de temps de jeu, il ne connaissait pas assez les systèmes, donc en fait, son coach a décidé de ne pas le faire jouer de la saison, et j'ai l'impression que Daniel Batcho, ça lui a pas plu, et c'est aussi pour ça qu'il a demandé son transfert, parce qu'il mourait d'envie de jouer. Je répète, c'est que des suppositions, mais tout ça, ça se peut. Donc voilà pourquoi désormais il est à Texas Tech, un plus petit programme, mais ça va quand même, qui est quand même bien réputé, et là-bas, il est en train de monter en puissance peu à peu depuis le début de la saison. Au départ, son temps de jeu était assez faible, mais la semaine dernière, il a obtenu 26 minutes pour des stats de 4 points, 11 rebonds et 2 contres. Au début, il jouait peu, mais je pense que c'était pour qu'il revienne tranquille de sa blessure, car définitivement, il semble prêt, sur le terrain, il montre de belles choses, et tout ça, c'est enthousiasmant. À mon avis, son temps de jeu va augmenter et se stabiliser au fur et à mesure, et ses stats vont augmenter, même si pour l'instant, celles qui sont affichées sont pas ouf. Mais je m'en fais pas, parce qu'il a quand même énormément de potentiel. Ce qu'il faut savoir aussi, petite précision, c'est que sa saison dernière à Arizona n'a pas compté, vu qu'il a pas joué, donc c'est considéré comme une saison de redshirt, et donc il peut encore prendre le temps de se former à la fac, et y rester 4 ans s'il veut. Donc c'est pas... Cette saison de l'année dernière est pas perdue. C'était important à préciser. Ceux qui connaissent la NCAA savent d'ailleurs très bien ce que c'est une saison redshirt. Alors, et s'il a décidé de prendre la direction de la NCAA plutôt que de la Jeep Elite, c'est pour obtenir direct des responsabilités et être formé au mieux, au plus vite selon lui, parce que peut-être qu'en Jeep Elite, il aurait pas eu du temps de jeu tout de suite. Donc voilà, ça donne envie vraiment de suivre sa saison de près, et en fonction de son évolution, d'ici un an ou deux, je pense, il pourrait déjà prétendre à une place dans le futur en NBA. Par contre, voilà, j'aimerais qu'il prenne son temps, parce que pour l'instant, avec ses blessures, on sait pas exactement encore où il en est. J'aimerais qu'il puisse faire ses gammes, qu'il puisse faire des saisons complètes, et je pense que là, à l'issue de cette saison à Texas Tech, en fonction de l'évolution qu'il montrera, et pour l'instant, moi je suis assez optimiste, ça donnera de vrais indices, et en tout cas, à mon avis, pour l'instant, il suit le bon chemin pour s'imaginer un avenir en NBA. Allez, le deuxième dont je vous parle aujourd'hui, vu qu'on est dans l'ordre alphabétique, c'est Hugo Besson, un combo guard de 20 ans qui mesure 1m91 et qui joue actuellement dans le championnat australien aux New Zealand Breakers. Donc en fait c'est l'équipe néo-zélandaise, mais qui avec le Covid finalement est localisée cette saison encore en Australie. Alors on parle énormément de lui actuellement, et c'est normal parce qu'il a réalisé une perf incroyable à 25 points il y a 2 jours, et 2 jours plus tôt encore il avait déjà marqué 26 points. Donc de toute façon, on y reviendra après en évoquant son jeu, Hugo Besson c'est un scoreur né. Et pourtant, avant d'en arriver là, avant d'être si respecté, il a eu un parcours un petit peu chaotique, lui qui toujours a plus ou moins été boycotté par les équipes de France jeunes. Donc il est né à Angers, dans une famille de basketteurs, il a été formé à Antibes, et il a rejoint la Jeep Elite et l'élan Chalon en 2017, notamment pour jouer avec les U21. Là-bas, il s'en est sorti plutôt bien, et il a même obtenu un petit peu de temps de jeu chez les pros, même si c'était pas non plus énorme. Et du coup, vu qu'à Chalon, ils ont voulu qu'il soit formé, il a vite été prêté à Saint-Quentin en Pro B. Ça, c'était la saison dernière, pour qu'il ait du temps de jeu et des responsabilités pour qu'il se développe au plus vite. Et là-bas, il n'y a rien à dire, en fait, la saison passée, il a juste tout pété. Il a tourné quasiment à 20 points par match, il a fini meilleur marqueur du championnat, il a signé chez la célèbre agence de Jérémy Medjana et de Bouna Ndiaye Comsport, et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après cette saison magnifique en Pro B, il a commencé à avoir de très belles offres, notamment de la part de gros clubs européens, donc grosse évolution en peu de temps pour Hugo Besson, et il réfléchissait même la saison passée à se présenter à la draft. Mais au dernier moment, il a décidé de retirer son nom parce qu'il n'avait pas pu faire les tryouts en raison d'une blessure à la cheville, et là, à la plus grande surprise de tous, il a décidé de faire ses gammes dans le championnat australien, celui où LaMelo Ball ou Worthington ont été formés par exemple. Finalement, même si c'est un choix qui peut surprendre, c'est quand même un championnat qui est suivi, qui peut lui donner pas mal d'exposition, parce qu'il y a pas mal d'anciens NBAers qui jouent
joue là-bas, et les Américains commencent à être friands du championnat australien, et là, en à peine 3 matchs, encore une fois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il a déjà complètement affolé les compteurs, et il se fait déjà vraiment remarquer, donc bravo Hugo Besson. Alors si on parle de son jeu, Hugo Besson c'est un très bon manieur de ballon, il peut driver en attaque, il peut créer ses shoots, mais aussi jouer sans la balle et briller en tant que spot-up shooter sur catch and shoot. Et ce qui est rassurant, c'est qu'en fait là il est arrivé en NBL, en Australie, et il n'a aucun mal avec le jeu up-tempo. Mieux encore, il a l'air de se régaler dans ses conditions de jeu rapide. Mais ce que je retiens surtout, c'est son bras. Il peut shooter à toutes les distances. Il a un range de fou, et il peut shooter aussi aux 3 niveaux. Donc il dégaine très vite, il dégaine avec réussite, et avec son handle et sa rapidité, il arrive très bien aussi à créer la distance avec son défenseur. Donc une fois qu'il a fait ça, il peut sniper de très loin. Donc si en plus de ça, tu lui poses un écran, il a encore plus de facilité, et à 3 points, en fait, il régale depuis le début de la saison. Là, en NBL, depuis qu'il a commencé, en 3 matchs, il en est à 11 sur 22 à 3 points, c'est juste super violent. C'est un mec qui est créatif, qui a une confiance de fou furieux en lui, et c'est aussi pour ça qu'il a évolué si vite en si peu de temps, et qui joue avec beaucoup de rage, avec beaucoup de passion, et j'aime beaucoup le voir jouer. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'il semble de mieux en mieux lire le jeu, là, avec l'expérience et la maturité qu'il est en train de prendre. Ça l'aide en attaque comme en défense. Il semble s'être développé physiquement aussi, ce qui l'aide pareil des deux côtés du terrain, et j'ai l'impression qu'il peut faire des progrès dans pas mal de domaines encore. Le truc, c'est ce qui est assez appréciable avec lui, c'est qu'il a aucune vraie faiblesse. Il est bon à peu près dans tous les secteurs du jeu. Son énergie apporte également beaucoup dans beaucoup de domaines, comme les rebonds par exemple, parce que malgré son 1m91, vu qu'il joue avec beaucoup d'énergie et de volonté, il va aussi choper des rebonds. Il a aussi appris, et ça j'ai vu dans les extraits de match que j'ai vu dans le championnat australien, il a également appris à changer de tempo aussi, et ça c'est plutôt bien, ça lui permet d'apporter plus de variété à son jeu, ça lui permet aussi de perdre un petit peu moins de ballons, parce que ça pouvait être un peu son péché mignon les années précédentes, et ça l'empêche pas en parallèle d'être toujours aussi efficace en transition, parce qu'Hugo Besson c'est un très bon joueur en transition. Donc en plus de ça, ce qui est bien, je continue, parce que je suis assez dithyrambique le concernant, il commence de plus en plus à soigner sa sélection de tir comme il faut, et ça, pareil, c'était un de ses points à taffer, et franchement ça commence à être bon. Donc ok, comme je disais, il a aucune vraie faiblesse, et parce qu'il a au moins les bases dans tous les domaines, mais je trouve qu'il peut encore progresser dans chacun des domaines, avec notamment de l'expérience et de la maturité, et ça c'est génial en fait, c'est génial, parce qu'en fait ce qui est bien avec lui, c'est que c'est un énorme bosseur. Il y a encore 2-3 ans, personne n'imaginait qu'il pourrait un jour prétendre à la NBA, depuis il a travaillé sur toutes ses failles, il a fait ses preuves, et pour conclure, je me dis que son énorme talent offensif, sa capacité à créer son tir, et sa vitesse, sa capacité aussi à marquer en transition, ça devrait plaire dans la Grande Ligue 1. Son nom apparaît de plus en plus dans les mock drafts. Envisager un premier tour, là, en 2022, ça paraît de plus en plus réaliste, donc c'est quelque chose de fou quand même, quand on réfléchit à son parcours et à son passé, et si ça continue, s'il continue à ce rythme en NBL, franchement, un premier tour, c'est ce qui devrait arriver. On se dit même plus, c'est une supposition, on va se dire, c'est une certitude, s'il continue à affoler les compteurs comme ça. Donc ouais, clairement, Besson surprend beaucoup de monde depuis quelques années, il se retrouve toujours plus haut que là où on l'attend, et vraiment j'ai hâte de voir ce que la suite va donner. Donc l'imaginer comme un futur role-player de grande qualité en NBA, peut-être que ça m'étonnerait pas plus que ça au final. Le prochain dont on parle, donc c'est le troisième, après Daniel Batcho et Hugo Besson, c'est Moussa Diabaté, un intérieur de 19 ans qui mesure 2m11 et qui joue en NCAA à Michigan. Donc lui est parti très tôt aux États-Unis à l'âge de 14 ans, et c'était vraiment son choix de carrière en fait, il a voulu aller aux États-Unis le plus vite possible. Au départ, beaucoup critiquaient son choix et comprenaient pas pourquoi il voulait aller si vite aux États-Unis. Et jusque là, on peut dire qu'il a bien fait. Il est passé par des grosses académies, il a commencé à la Monteverde Academy, il a changé plusieurs fois d'établissement, et l'année dernière, il est arrivé à la IMG Academy, un autre établissement, un autre programme très réputé pour les lycéens, et tout ça, ça lui a permis de devenir un prospect 5 étoiles, donc incroyable, hein. Donc ça lui a permis d'être sélectionné au McDonald's All-American, d'être sélectionné aussi pour le Jordan Brand Classic, et de trouver une place dans l'un des programmes les plus réputés du pays, chez les Michigan Wolverines. C'est très fort, et de toute façon, il a eu le choix, à sa sortie de la IMG Academy, parce qu'il y avait des grosses facs, comme Kentucky, comme Arizona ou comme Memphis, qui s'intéressaient à lui, et pour ça, vraiment bravo à Moussa Diabaté, parce que sa carrière aux États-Unis, et tout son développement aux États-Unis, ça a été un petit peu le parcours du combattant pour lui. Pour son arrivée, il n'avait que peu de bagages de basket derrière lui, ça faisait pas longtemps qu'il jouait, en plus de ça, il parlait pas un mot d'anglais, mais bravo à lui, il s'est accroché, il a taffé, et ça a fonctionné, il a réussi à pousser son rêve de réussir aux États-Unis, et à s'en tirer avec succès jusque-là. En parallèle, il a aussi porté le maillot des équipes de France jeunes, notamment à l'Euro U16 en 2018, où il a clairement été l'un
l'un des meilleurs joueurs de la sélection. Il a fait la même chose à l'Euro U18 en 2019, où encore une fois il a largement brillé en tournant un gros double-double de moyenne. Tout ça c'est fort. Et là, aujourd'hui à Michigan, en ce début de saison, il est déjà une pièce essentielle du dispositif de Juwan Howard. Il est principalement utilisé au poste 4, et je trouve qu'il apporte une vraie puissance dans la peinture. Donc pour ça, franchement, pour cette évolution, et pour avoir cru en lui et en ses choix, j'ai envie de féliciter Moussa Diabaté. Pour ce qui est du jeu de Moussa Diabaté, ce qu'on voit en premier, c'est sa taille et son envergure. En couplant ça avec son explosivité et ses très grosses qualités athlétiques, on voit tout de suite que Moussa est un joueur ultra dynamique. Ça l'aide énormément pour défendre partout, pour protéger le cercle, mais aussi pour prendre des moissons de rebond et poser aussi des gros dunks. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est un joueur hyper coordonné pour sa taille, qui va vite sur ses sprints, qui saute haut, et qui est très agile, qui peut même partir en coast-to-coast en dribblant, et tout ça, c'est fort quand même. En fait, je trouve qu'il présente un vrai côté félin, si je peux dire. Il bouge comme un ailier, mais avec des dimensions de pivot. C'est aussi pour ça qu'il est beaucoup utilisé au poste 4. Et donc, si je reviens sur sa défense, j'aime énormément ce qu'il montre. Il est toujours à l'affût, il se place bien, il utilise ses qualités pour protéger le cercle de façon très très efficace, hein. C'est un gros contreur, notamment grâce à ses bons placements sur les aides. Il commence à développer un vrai côté intimidateur qui me plaît énormément, et tout ça c'est fort, et tout ça c'est hypant, hein, de voir tout ce qu'il peut faire en défense, et même près du cercle en attaque. Maintenant, si je m'attarde un petit peu plus sur le côté offensif, j'aimerais qu'il travaille son shoot par exemple. Je le trouve encore un peu brut, hein, de toute façon, même globalement en attaque. Mais pour revenir à son tir, sa mécanique est correcte, mais ses pourcentages au lancer franc sont pas encore assez bons, et montrent qu'il y a encore du travail. À mon avis, s'il veut s'imaginer un vrai avenir en NBA, notamment au poste 4, ce serait une bonne chose qu'il progresse sur son tir extérieur et devienne au moins une menace en catch and shoot. Mais en vrai, il n'y a rien de catastrophique, et quand il est ouvert, il tente sa chance, même si c'est rare. Par contre, ce qui est positif aussi, c'est qu'il met de plus en plus de mid-range, et ça c'est déjà bien pour écarter un peu le jeu, parce que c'est quelque chose qu'il faisait pas forcément au lycée, et là, à la fac, il s'en sort au moins avec les mid-range, en attendant de mettre ses 3 points. Puis, ce qui me plaît aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui me plaisent, c'est que depuis son arrivée sur le campus d'Ann Arbor, là, à Michigan, il a bossé à la salle, et ça se voit. Lui qui était assez longiligne, il a pris du poids, il a pris des épaules, et ça le rend encore plus solide. Donc je sais pas encore s'il va se présenter à la draft 2022, ou s'il va rester à la fac un an de plus, ou peut-être plus, hein, on sait jamais, mais à mon avis, un an de plus, peut-être 2 ans de fac, ça suffira, mais il a clairement de quoi finir au premier tour. Certains scouts, au vu de son potentiel, l'imaginent même en loterie pick à terme. Donc franchement, ça peut être cool. Et j'arrive à comprendre pourquoi il imagine aussi haut. Il semble posséder tout ce que la NBA d'aujourd'hui demande à un poste 4. Il prend de l'expérience à vue d'œil. Sa formation aux US lui a permis de passer d'un joueur ultra raw à un joueur de plus en plus accompli, de plus en plus polyvalent, qui doit encore faire beaucoup de choses, hein, pour devenir encore un joueur plus accompli et plus polyvalent, mais qui a déjà gravi des échelons, et tout ça c'est plutôt cool. Donc à mon avis, s'il continue à ce rythme, avec les outils qu'il possède, sky is the limit pour lui. Il aura peut-être juste besoin de développer encore un peu plus son jeu offensif. Pour l'instant, il joue essentiellement sur son énergie, sur son moteur, sur son explosivité, même s'il a développé un petit hook qui me plaît bien, et donc à voir comment ça se passe, sa saison chez les Wolverines en NCAA, et peut-être qu'avec un bagage, je sais pas, allez, on va dire, s'il passe 2 ans à la fac, je me dis ça pourrait être pas mal, 2 ans en tout à la fac, donc c'est-à-dire cette année plus la suivante, ça lui permettra de vraiment travailler ses fondamentaux, de vraiment les développer, et il aurait encore plus de chances d'exploser direct à son arrivée en NBA. Donc maintenant, peut-être qu'il va me faire mentir, qu'il va progresser encore à une vitesse folle cette année, et qu'il sera déjà prêt en fin de saison, et puis même s'il n'est pas tout à fait prêt, il pourrait quand même se présenter à la draft, et passer par la G-League par exemple, pour se développer ensuite. Donc pourquoi pas au final, il y a tout plein de solutions, tout plein de portes qui s'offrent à lui, mais à mon avis, on a beaucoup de ces portes qui mènent à la NBA, donc tout ça c'est cool, et quoi qu'il en soit, je me dis qu'à terme, il a tout ce qu'il faut pour devenir au moins un bon joueur de rotation en NBA au poste 4, Moussa Diabaté. La prochaine pépite française dont je vais vous parler, c'est Ousmane Dieng. Alors je vais me faire tomber dessus, je crois encore par la commu sénégalaise parce que je prononce mal son nom, mais je sais pas comment bien le prononcer, donc apprenez-moi s'il faut. Donc pour l'instant je suis désolé, je vais dire Ousmane Dieng même si ça va vous faire mal aux oreilles. Donc qui est un poste 3 de 18 ans, qui mesure 2m06 et qui lui aussi joue aux New Zealand Breakers avec Hugo Besson. Ousmane Dieng est né dans le Lot-et-Garonne, il s'est vite fait remarquer, il a commencé au JS à Bordeaux, tout de suite il a été très bon, très talentueux en étant très jeune, et ça lui a permis de très vite prendre la direction de l'INSEP. Et au centre fédéral, là-dessus, il a vite explosé aussi, en fait, il est très rapidement devenu l'un des meilleurs joueurs, avec d'énormes qualités, vis-à-vis de sa taille, on en parlera après, et il a aussi en parallèle eu toujours de très gros rôles dans les équipes de France jeunes, donc un petit prodige, vraiment. Mais encore une fois, alors que ça a surpris pas mal de monde, lui aussi a décidé de prendre la direction de la NBL et de l'Australie et des New Zealand Breakers. Et au final, au vu de la hype, en fait, moi j'aimerais mettre un petit peu des limites pour ceux qui disent que c'est des mauvais choix, parce que je suis pas du tout d'accord.
En fait, au vu de la hype qu'il y a autour de ce championnat australien, et d'un jeu qui y jouait, qui est quand même de plus en plus proche de celui qui est joué en NBA, du nombre d'anciens NBAers qui vont jouer là-bas, et du niveau qui progresse d'année en année dans le championnat australien, moi je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de jeunes qui ont envie de se former là-bas, afin de se construire le meilleur bagage possible en étant pro, avant d'arriver en NBA. Donc lui aussi, hein, faut savoir qu'il avait tout un paquet d'offres, que ce soit de gros programmes NCAA, comme Duke, ou même de la G-League et la Ignite Team, hein, qui voulaient le faire venir, mais c'est le championnat australien qu'il a finalement tenté, et je peux comprendre. À ses yeux, c'est là-bas qu'il développerait le mieux son jeu, et pour le moment, ok, pour l'instant, il met un peu de temps à se mettre en route, hein, sur les 3 matchs qu'il a joués, avec un temps de jeu qui malheureusement a diminué au fur et à mesure sur ces 3 rencontres, mais je m'en fais pas, il est encore très jeune, et puis c'est bien aussi de galérer un petit peu, de connaître la difficulté, et d'essayer de taffer sur tous les points où il faut taffer, et connaissant un petit peu le niveau que peut acquérir Ousmane Dieng et son potentiel, je me dis que les opportunités viendront, je m'en fais pas, et tout ça parce que de toute façon c'est clair et net, la panoplie d'outils qu'il possède, elle est très hypante, elle m'épate, et voilà, quoi qu'il arrive, je me dis, il est jeune, il y aura des hauts et des bas cette saison, mais les opportunités viendront, il faut pas forcément se fier juste aux 3 matchs qui ont eu lieu jusque-là. Alors si on parle du jeu d'Ousmane Dieng, il a tout ce qu'on demande d'un joueur NBA, moi je trouve. Aujourd'hui, en fait, on est dans une NBA où les postes disparaissent peu à peu, où on demande à tout le monde de tout savoir faire, notamment aux jeunes, et ça tombe bien pour Ousmane, qui est un joueur ultra polyvalent. C'est un mec qui est très grand pour son poste, qui peut dribbler, qui peut passer et voir le jeu comme un meneur, qui peut shooter et scorer comme un ailier, qui peut aller au combat aussi et driver comme un ailier fort, et comme un intérieur même, et prendre des rebonds. Et en NBA, de toute façon, je pense que son avenir se fait plutôt au poste 2 ou 3, en tant que joueur poste extérieur qui va créer. Et ça, on le sait, de toute façon, c'est rudement apprécié dans la grande ligue. Puis plus concrètement, moi ce que j'aime, c'est que Dieng est capable de tout faire. Enfin voilà, je l'ai déjà dit, mais de tout faire. Il peut créer son shoot, il peut dégainer en pull-up, il peut faire des step-back, il peut se faufiler dans les défenses, il peut faire des side-steps aussi, il peut, avec son handle, il peut prendre aussi les écrans, ça lui permet d'aller driver grâce à des appuis qui sont excellents, il se faufile bien, il possède pas mal de moves, pas mal de feintes, il peut poser des Eurosteps, ça aussi ça fait plaisir, et en plus de ça, comme je le disais, il voit bien le jeu. Il est tout à fait capable de lâcher des bons ballons pour les cutters, et si on parle de son shoot, par contre, sa mécanique, elle est très bonne, même si pour le moment les pourcentages de loin ne suivent pas. En parallèle, c'est un très bon athlète, qui se déplace vite latéralement, qui possède de grands bras, qui garde toujours ses mains actives, ça lui permet de faire le taf bien comme il faut, notamment en défense, et surtout de switcher sur tout plein de profils différents. Vous imaginez que tout ça, même s'il y a encore beaucoup de choses à polir, ça fait saliver tous les scouts NBA. Donc maintenant, il faut se rendre compte que la NBL, c'est sa première expérience en tant que pro, et ça se sent. Malgré toute la fougue de sa jeunesse, je rappelle qu'il est né en 2003, il doit répondre à un défi physique qui est assez inédit pour lui. J'ai l'impression qu'il s'est développé quand même un peu physiquement, et ça c'est plutôt rassurant, mais attendons-nous quand même à ce qu'il ait besoin un petit temps d'adaptation. Et cette saison, ça tombe bien, elle est justement là pour ça. Le seul truc qu'il a à faire cette année, c'est de gagner en expérience, gagner en maturité, et continuer à développer toutes ses qualités, tous ses skills, pour atteindre le potentiel qui lui est promis à terme. Donc il a 1 an pour ça, et même s'il pourra continuer à se développer en NBA, de toute façon, tout est mis en œuvre pour qu'il continue à progresser, donc je trouve ça cool. Donc là, j'attends notamment de nouveaux progrès sur la précision au shoot, notamment, que son adresse revienne peu à peu, et sur son handle, parce que je trouve qu'il dribble encore un peu haut pour un mec qui crée autant. Mais ce que je retiens, c'est que c'est quand même un joueur très créatif, qui est très habile pour sa taille, qui voit très bien le jeu. Alors peut-être que je le trouve pas assez poli encore pour jouer en NBA, mais en tant que, comme je disais, en tant que poste 2 ou 3, qui pourrait jouer le rôle de 2e ou 3e ball handler, why not? Il peut très bien faire ça. J'aimerais aussi qu'il attaque un peu plus le cercle, qu'il soit parfois un peu moins timide, qu'il cherche davantage le contact et qu'il soit plus agressif. Il faudra aussi qu'il soigne sa sélection de shoot face à des défenses plus agressives. Jusque-là, c'est sûr, avant qu'il soit pro, face à des joueurs de son âge ou pas loin, il arrivait, ou alors face à des joueurs de N1, il arrivait à trouver des shoots sans trop galérer. Mais là, maintenant qu'il joue avec les pros, c'est pas la même, donc maintenant il doit encore s'adapter à ça et trouver une meilleure sélection de shoot. Pour l'instant, il commet encore trop de déchets, je pense, et il doit améliorer sa prise de décision. Mais à peine 18 ans, est-ce qu'on peut vraiment lui tenir rigueur de ça? Non, c'est clair que non. De toute façon, il a toutes les bases dans ses bagages, il manque plus qu'à pousser toutes ses bases jusqu'à un niveau élite et à continuer à ajouter du muscle un peu pour s'imaginer un avenir brillant, aller au contact et augmenter encore sa panoplie qui est déjà très hypante. Donc pour conclure concernant Ousmane Dieng, ce qui est clair, c'est que son potentiel fait rêver. Il a tout d'un futur crack, à tel point que certains scouts le comparent à Paul George, rien que ça, c'est dire quoi. Donc ces mecs-là qui sont déjà très hypés, ils parlent de lui comme un potentiel
potentiel top 5, top 10 de la prochaine draft. Moi perso, j'irai pas jusque là, ça me semble un peu haut, même si beaucoup de choses dépendront de sa saison en NBL. Cependant, s'il se développe comme on l'attend, un top 5, un top 15 pardon, reste tout à fait envisageable à mes yeux. Tout à fait envisageable de l'imaginer en tant que lottery pick. Quoi qu'il en soit, un premier tour pour Ousmane Dieng, quelle que soit sa saison, ça me paraît à peu près une certitude. Le 5e joueur dont nous parlons aujourd'hui, c'est Ismaël Kamagaté, qui est un pivot de 20 ans de 2,11 m qui joue au Paris Basket. Lui, il a été formé à Orléans, il a rejoint le Paris Basket en 2019, tout en jouant quelques matchs avec l'INSEP, et si pendant très longtemps, en fait, il est passé en dehors des radars, il a fini même par gagner quelques sélections en équipe de France jeune, en 2019 et en 2020, même s'il a éclos assez tard, et en même temps, moi je me dis que ces sélections-là, au bout d'un moment, elles devaient arriver, parce que sa progression sur ces 2 dernières années, pour être honnête, il y a 3 ans, j'en avais encore jamais entendu parler, et là maintenant on parle de lui dans ma vidéo comme une potentielle future pépite qui va arriver en NBA. Donc tout ça c'est signe d'une progression fulgurante, à tel point que là l'été dernier il a été appelé par Vincent Collet pour la préparation des Jeux Olympiques à Tokyo. Donc vous imaginez le step-up de fou, et le mec sous les panneaux. Ce que je retiendrai, c'est que c'est juste une bête. Il a mis 9 contres en Betclic Elite face à Rohan en début de saison, donc c'est fou, ça en a laissé plus d'un sur le cul. En fait, c'est juste un record pour un joueur français dans toute l'histoire de la proie, donc un truc de grand malade, 9 contres en un match, hein, je le répète, pour Ismaël Kamagaté. Et s'il était resté plutôt discret pendant toute sa formation, et je crois que ça fait un petit peu partie de la personnalité du bonhomme, c'est quelqu'un de discret, qui parle peu, là c'est impossible de ne pas le remarquer, c'est un phénomène quoi. Et ce qui me plaît, c'est qu'en fait, il a un vrai côté éponge. J'ai envie de dire, ouais, c'est ça qu'on dit, un vrai côté éponge qui absorbe un petit peu tout ce qui est possible, où chaque expérience, chaque situation, il peut s'en servir pour progresser, et ça fonctionne, mois après mois, semaine après semaine, match après match, il semble encore atteindre un nouveau niveau de jeu, donc je trouve ça très bien. Il est devenu titulaire indiscutable au Paris Basket, même avec l'arrivée de Kylo Quinn, et de plus en plus souvent, là, même en attaque, alors que c'était un petit peu son souci, l'attaque, c'était une bête en défense, mais en attaque, il était irrégulier, là, désormais, de plus en plus souvent, il atteint les 17-18 points, tout en leur accompagnant d'une dizaine de rebonds. Tout ça, c'est très très fort, et Ismaël Kamagaté vraiment m'épate sur ce qu'il montre là depuis 2 ans, et encore plus sur ce qu'il montre sur ce début de saison en Betclic Elite. Alors, si on parle du jeu d'Ismaël Kamagaté, vous l'avez compris, hein, de toute façon, c'est un monstre athlétique, qui est très 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 mobile, qui protège le cercle de façon excellente. S'il a mis 9 contre Rohan, c'est pas par hasard. C'est un mec qui bouge bien latéralement, et c'est pas simple hein, de lui marquer sur la tronche. En attaque, ses courses l'aident bien aussi, même s'il a des choses à développer. Il n'est pas encore un shooter, ni à mi-distance, ni à 3 points. Il manque peut-être encore d'épaule pour briller vraiment poste bas et avoir un vrai jeu au poste, même si j'ai l'impression qu'il s'est encore développé hein, de ce côté-là. Je pense qu'il a pris du muscle. Et en fait, il arrive de plus en plus à faire sa place près du panier. Et tout ça, c'est bien, même s'il y a encore du boulot. De manière générale, après, je pense que tous les fondamentaux offensifs sont à taffer chez Ismaël Kamagaté. Là, je pense notamment à son shoot, à son handle et à sa lecture du jeu. Là-dessus, il a des progrès à faire. Mais je m'en fais pas, hein, il les fera. Il devra aussi se discipliner, je dirais, des 2 côtés du terrain, parce qu'il y a encore peut-être des fautes d'inattention et qui sont dues au manque d'expérience. Mais bon, tout ça, comme je disais, il va le faire, parce que son étonnante progression sur ces dernières années, c'en est la preuve. Il était en National 3 il y a 3 ans, et là, aujourd'hui, il fait partie des joueurs qu'on annonce en NBA et qui brillent en Pro A. Tout ça, c'est super parlant. Le mec, c'est un gros bosseur, j'ai aucun doute là-dessus, et en fait, comme beaucoup de prospects NBA de son âge, notamment les intérieurs, il dispose de vrais outils qui ne demandent qu'à être polis, qu'à être taffés. Et à Paris, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il semble très bien entouré pour arriver à développer tout ça. Il est déjà un super rim runner, capable de remonter le terrain à toute vitesse, puis d'exploser le cercle. Il gère aussi très très bien, et ça me plaît beaucoup, toutes les situations sur pick and roll, où il pose un écran, il arrive à roller dans le tempo, et tout ça c'est hypant. Et mieux encore, ce que j'aime bien, c'est que son coach, Jean-Christophe Prat, veut clairement en faire un stretch 5. Actuellement, il se dit qu'il prendrait 700 tirs par jour à tout plein de spots différents, ce qui est fou. Donc là-dessus, s'il continue à ce rythme, il va forcément progresser. Et l'objectif de devenir un stretch 5, qui sera très utile si on imagine son avenir en NBA, ce sera, ça pourrait faire la différence dans son développement. En défense aussi, même s'il est très bon, hein, il y a des choses que je peux noter sur les progrès que j'aimerais qu'il fasse, c'est que des fois il peut avoir tendance à s'effacer un petit peu au contact. Voilà pourquoi une prise de masse, en tout cas qui continue à prendre de la masse, à mon avis ce sera bénéfique. Mais bon, le mec, moi ce que je retiens surtout, c'est qu'il montre déjà de très belles choses. Sa mobilité pour un big man, elle fait rêver, sa verticalité aussi, et sa marge de progression est très enthousiasmante. Et tout ça, je pense que ça leur plaît en NBA. Les scouts ont vraiment un œil sur lui. Donc même si aujourd'hui ça me semble trop juste pour
pour envisager un premier tour. L'imaginer sélectionné au second tour dès 2022, ça me paraît potentiellement envisageable, ou peut-être en 2023. Clairement maintenant, je vais pas mentir, hein, il est vraiment un projet, mais vu l'ascension qu'il est en train de connaître et son côté late bloomer qui commence à exploser à la face du monde, je me dis que Ismaël Kamagaté en NBA, pour une équipe qui aimerait tenter le coup, pourrait devenir à terme un pari payant, et tout ça c'est plutôt encourageant le concernant. Allez, on finit par celui que vous connaissez tous, hein. J'ai pas fait exprès, c'est l'ordre alphabétique qui a fait ça. Enfin, j'espère que vous le connaissez tous, sinon ça veut dire que vous suivez pas la chaîne depuis bien longtemps, parce que j'ai déjà fait 3 ou 4 vidéos qui parlent de lui. Et donc si vous êtes là depuis un moment, vous devez commencer à maîtriser le cas Victor Wembanyama. Donc c'est un pivot qui a 17 ans actuellement, qui mesure 2,18 m, et qui, depuis cette saison, découvre l'Euroleague, notamment avec l'Asvel. Donc pour faire simple, Victor est considéré comme le meilleur prospect international de sa génération, et peut-être même le meilleur prospect tout court. S'il a commencé par le foot et le judo, il s'est vite mis au basket, voulant pendant longtemps rester à Nanterre, là où il était formé, plutôt que de rejoindre des gros clubs, malgré des offres qu'il a eues de Barcelone notamment, et à partir de là, avec ce choix de rester à Nanterre, sa progression a été fulgurante, et déjà il partait d'un niveau qui était assez exceptionnel. Que ce soit à l'INSEP, chez les Espoirs ou en équipe de France jeune, toujours Victor était un voire 2 niveaux au-dessus de l'adversité. À chaque fois, il suffisait de regarder ses lignes de stats, c'était digne de NBA 2K. Et encore, même à NBA 2K, on n'y aurait pas cru, c'était digne d'un film Marvel, le truc. Donc ouais, j'exagère un peu, mais franchement, c'était juste fou. Enfin, il suffit de regarder les box scores, regarder ce qu'il fait au contre, regarder ses rebonds, regarder son adresse à 3 points, c'est juste dingue, le mec sait tout faire. Donc évidemment, ce niveau-là, ça lui a permis, vous le savez, de gagner toutes sortes de récompenses, parce qu'il dominait dans toutes les situations, donc c'était pas étonnant de le voir obtenir, enfin c'est fou, hein, et au final c'était pas étonnant de le voir obtenir ses premières minutes chez les pros à seulement 15 ans, avec Nanterre. L'an dernier, en Jeep Elite, à 16 ans, il a été déjà 10 fois titulaire, avec un rôle qui, plus la saison avançait, plus son rôle était important, et un jeu qui était de plus en plus impressionnant, et qui était de plus en plus efficace. Donc logiquement, il a été élu meilleur espoir de Pro A, et ensuite il a réalisé la cet été, j'espère que vous avez regardé parce que c'était génial à voir, une immense Coupe du Monde U19. Il a permis, alors bien sûr il n'était pas tout seul, hein, parce qu'il y avait vraiment une bonne équipe, mais c'était un peu le leader de cette équipe de France qui est allé jusqu'en finale face aux États-Unis d'un Chet Holmgren qui avait fini MVP du tournoi, mais qui a quand même 2 ans de plus que Victor, et en vrai, avec des moyennes de 14 points, 8 rebonds et 5 contres, à mon avis, c'est lui qui aurait eu le trophée de MVP si la France n'avait pas échoué en finale. Tout lui était promis, tout lui était offert, et en plus de ça, rien à dire, jusqu'en finale, les Américains ont tremblé face à l'équipe de France U19 cet été. Et les scouts NBA, là, je vous le dis, hein, ils commencent vraiment à se frotter les mains. Un mec avec ces dimensions-là, avec un jeu aussi unique, ça court vraiment pas les rues. Et puis même, c'est pire que ça, court pas les rues. Ça existe pas en dehors de Victor Wembanyama. Donc quoi qu'il en soit, malgré tout l'amour de Victor pour Nanterre, le club devenait trop petit pour tout son talent. Et voilà pourquoi cette année, il a décidé de rejoindre la cour des grands avec la Svel, et là, se frotter à une vraie adversité en jouant des matchs d'Euroleague. Et forcément, depuis le début de la saison, tout ça, c'est très intéressant à voir. Et allez, discutons autour de son jeu. Et ce qui choque, c'est que Victor, malgré ses 2,18 m, ce n'est pas un pivot. Et ça, il y en a beaucoup qui font l'erreur, et attention, ce n'est pas un pivot. Actuellement, il joue plutôt poste 4, ailier fort. Et encore, c'est même un ailier fort qui est plutôt atypique, parce que c'est un ailier fort qui joue très bien de loin, qui peut prendre des step back, qui peut créer son shoot, qui a de très bons moves pour ça, qui dribble bien, qui peut poser des crosses, qui peut remonter le terrain, qui lève la tête en plus quand il fait ça. Alors ça lui permet de créer pour lui, comme j'ai dit juste avant, mais aussi de créer pour les autres, avec une grosse vision de jeu, et une vraie qualité de passe. Le mec fait 2,18 m, il peut remonter le terrain et faire des passes aveugles. C'est un truc de grand malade. En plus de ça, il a un gros premier pas. Il peut faire une petite hésitation qu'il maîtrise très bien. Il a d'excellents moves et il est même capable d'exploser le cercle sur chacun de ses drives. Là, franchement, dit comme ça, si on connaissait pas sa taille, on aurait l'impression que je parle d'un meneur ou d'un ailier. C'est complètement fou. Et en fait, ce qui fait la diff par rapport à des joueurs de plus petite taille, évidemment, c'est qu'avec son envergure qui fait plus de 2,30 m, c'est un truc de grand malade aussi, c'est qu'évidemment, c'est un énorme protecteur de cercle. Donc, c'est un albatros, hein, de toute façon, le gars. Il crée une barrière infranchissable devant le panier, c'est complètement dingue, d'autant plus qu'il a une bonne petite détente en fait pour son gabarit. Une telle coordination pour cette taille, c'est du jamais vu, et ça se ressent dans tous les aspects du jeu. Et pensez pas en plus de ça, si on reste sur la défense, qu'il est qu'un défenseur intérieur. Avec
avec ses grandes jambes et sa mobilité, il peut très bien switcher, il peut gêner des plus petits que lui, hein, ça se voit rapide, enfin de temps en temps, il va après un écran, il va se retrouver sur des meneurs, et il y arrive, il peut même revenir à toute vitesse sur des close-out quand il est à l'intérieur et aller contrer un tir à 3 points. En 3 pas, en gros, il est capable de couvrir 10 mètres et c'est complètement incroyable. Ça lui permet d'exceller en aide défensif, mais aussi en défense, hein, sur pick and roll, il peut, avec ses bras, de toute façon, il peut couvrir quasiment toute la raquette, donc c'est un truc de fou. Donc après, en pick and roll, je pense qu'il a quand même encore certains progrès à faire de ce côté-là, notamment dans le placement. Et ça viendra avec le temps et l'expérience. Et maintenant, c'est sûr, et ça se voit de toute façon sur les images que je suis en train de diffuser derrière, il est encore très très fin, même s'il suit actuellement un régime particulier, avec un diététicien qui le suit, et qui prend du poids, il peut encore se faire bouger par plus solide. Et bon, en même temps, il est si jeune, et qu'on pouvait s'y attendre, ça. Donc peut-être qu'à cause de ça, oui, il va pas assez au contact. Il peut aussi faire preuve de naïveté, face à plus expérimenté, il peut encore se faire siffler pas mal de fautes, qui pourraient être évitées s'il se faisait moins avoir sur les feintes, et en attaque, sa sélection de shoot, elle est peut-être encore à taffer, il est pas toujours en réussite sur ses turnaround jumper, par exemple, ou sur ses fade-away, même si ça se sent qu'il est en train de bosser fort là-dessus, parce qu'il en tente de plus en plus, et tout ça, c'est très intéressant. Mais manquer d'expérience et de maturité à 17 ans, de toute façon, c'est juste normal. Puis ce qui est rassurant, c'est que cette saison, il joue l'Euroleague avec un temps de jeu qui est en constante augmentation. De l'expérience, il va en prendre. Donc déjà, d'ailleurs, il montre des bonnes choses hein, en Euroleague, même s'il faudra être patient. Forcément, à ce niveau-là, tu peux pas devenir une superstar en Euroleague en un claquement de doigts. Donc ouais, il est un joueur d'une polyvalence qui est incroyable pour sa taille, une vraie licorne comme on les aime, même si je suis pas fan de ce terme. À mon avis, c'est à Victor Wembanyama qui convient le mieux. Et son avenir, qui lui est promis en NBA, il est juste brillant, et les scouts ne s'y trompent pas d'ailleurs. Sauf Cataclysme, il devrait être dans le top 3 de la draft, de la draft 2023. Ses principaux concurrents, c'est Imoni Bates et Shaedon Sharp, même s'ils ont de vraies qualités, je pense pas qu'ils soient vraiment au niveau de celui de Victor. Shaedon Sharp, à mon avis, il a explosé un petit peu trop tard, donc on le prendra pas devant Victor, et Imoni Bates, là, il est en train de montrer en NCAA qu'il a quelques limites, même s'il va encore avoir du temps pour se former en NCAA. Donc, ajoutons à ça que Victor, c'est un gamin très intelligent, qui maîtrise parfaitement l'anglais, qui est humble, qui connaît parfaitement les aspects qu'il a à bosser, il en a dans la tête, ouais, et je le dis clairement, j'ai jamais vu un prospect pareil, qui dispose déjà d'un niveau de jeu qui est dingue, mais d'un potentiel qu'il est encore plus. Donc je m'arrête hein, tout de suite, parce que vous allez croire que je suis payé par son agence Comsport pour dire que du bien de lui, mais je peux pas faire autrement que être dithyrambique concernant Victor Wembanyama. Donc je suis vraiment impatient de voir ce que donneront les années à venir. Je veux pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, je voudrais surtout pas lui porter la poisse, donc soyons patients, laissons-lui passer les étapes les unes après les autres, à commencer par ce qu'il connaît actuellement à Lasvel, hein. Déjà c'est une belle marche, et un beau défi qui s'est lancé. Il aurait pu choisir la solution de facilité, et non, justement, et c'est tout à son honneur, il a décidé d'aller se confronter à des mecs très expérimentés en Euroleague, donc pour ça, franchement, félicitations. Et donc ouais, là c'est ce que je me dis, il a tout pour se créer une carrière plus que brillante dans la Grande Ligue. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte, et je suis vraiment impatient de voir tout ça à l'avenir. Épilogue. Donc ouais, si on fait le bilan, c'est Hugo Besson qui arrive en tête. À chaque fois, je vous ai demandé si le joueur et le prospect qu'on étudiait, si le prospect en question avait un avenir ou pas en NBA. Il y avait 3 choix, oui, non et ne sait pas. Et en fait, c'est Hugo Besson qui est arrivé en tête avec 100% des votes, ce qui est assez incroyable, et Victor qui arrive à 92%. Donc vous êtes 8% à pas forcément croire en lui et penser que c'est surtout de la hype et que ça va être potentiellement un flop. Il y a Moussa Diabaté qui arrive juste après à 86%, donc qui est vraiment pas loin, vous croyez fort en lui, et Ousmane Dieng pareil, 82%, ce qui est un très joli score. Après, c'est Ismaël Kamagaté avec 67% et Daniel Batcho qui ferme la marche avec 36%. Vous y croyez un petit peu moins, et c'est normal, hein, parce que pour l'instant, ils ont encore beaucoup de choses à prouver, mais à mon avis, c'est pas pour ça non plus qu'il faut complètement fermer la porte à ces deux joueurs pour un avenir NBA. D'ailleurs, faut pas non plus fermer la porte aux 6 joueurs dont j'ai parlé en début de live en mention, parce que eux aussi peuvent potentiellement encore s'imaginer un avenir en NBA. Et entre les 6 que je vous ai donnés en mention et les 6 que j'ai présentés aujourd'hui, on a une bonne génération de Français qui débarquent, hein, c'est un truc de fou. Il y a du monde à tous les postes, parmi les tricolores, tout ça c'est très enthousiasmant. Ce qu'on peut voir, c'est que le basket français a de beaux jours devant lui, avec les jeunes qui sont déjà en NBA et tous ceux qui vont arriver. Moi tout ça, ça me plaît, et en fait je suis juste impatient de voir tout ce que ces jeunes pépites vont pouvoir créer en NBA ou ailleurs, parce que j'en doute pas, ça fera de vrais bons professionnels, quel que soit leur destin, et pour ça, ça me rend très heureux, et je suis très hypé quant à leur futur.
Voilà pour ce qui est des Français qui vont bientôt percer en NBA, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Bon alors, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que je vous ai fait découvrir des joueurs? Et est-ce que vous y croyez en ces 6 gars? Dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Sinon, je vous le rappelle, c'est important, si vous voulez soutenir la chaîne, go télécharger Happy Monkey avec mon lien d'affiliation que vous trouverez en description, franchement ce serait trop cool. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Merci également à tous ceux qui sont restés jusque là, c'est important, et gros big up à tous ceux qui soutiennent sur Tipeee mois après mois, c'est essentiel. À très vite.